Avant de commencer le troisième chapitre de cette série d'entretiens, je veux corriger une erreur que j'ai commise en décrivant l'arrivée de Yersin à Saigon. Voici la carte hydrologique. Vous voyez que la rivière de Saigon est totalement distincte du détroit du Mékong, du delta du Mékong, pardon. Donc, je corrige cette erreur. Bon, j'ai mis à côté une carte du XVIIIe siècle, donc un siècle avant, donc ça n'a pas beaucoup changé, hein, mais pour vous montrer la complexité du trajet. Alors là, il y a le cap Saint-Jacques, par où arrivent encore probablement les paquebots, et puis ils remontent la rivière jusqu'à Saigon, je ne sais pas, mais vous voyez un peu la complexité de l'hydrologie. Alors, deuxième chose, pardon, excusez-moi, Monique et Marc Ducrot ont accepté de nous faire voir un petit montage de films de 1950 qui sont extraits des archives familiales de Monique et qui ont été filmés dans la région de Jiring, montrant donc les Moy de cette époque et qui ressemblent complètement dans leur tenue et dans leur mode de vie à ce qu'on avait décrit la fois dernière. Alors, pour le lancer, alors si Monique ou Marc veulent ajouter quelque chose ou dire quelque chose pendant la projection, voilà, vous voyez le mode vestimentaire est assez succinct. La végétation est particulièrement dense, tropicale bien sûr. Voilà, les femmes avec leurs chignons tirés derrière, leur chevelure bien noire. Voilà, ça doit être la maman de Monique peut-être. Oui, je crois. Oui. Voilà, là c'est une photo fixe sur un petit moment. Et puis une rivière, la pipe, vous voyez la femme qui fume. C'est dans la région, c'est... C'est un homme. Oui, pardon. Pardon, excusez-moi. Voilà. Bon, là, ce sont des femmes, hein, je pense. Oui, peut-être. Hein. Mais en Malaisie, en tout cas, ou aux Philippines, etc., les femmes fument aussi la pipe, paraît-il. Enfin, Yersin avait été choqué, disons, ou étonné, pardon. Voilà. Donc, merci à vous de nous avoir permis de voir cela. C'est plus vivant que des images fixes. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer le troisième chapitre, qui est celui de la peste, et chapitre qui, évidemment, sujet qui, évidemment, est à l'origine de la grande notoriété de Yersin, en tout cas, à l'époque, puisque maintenant, les souvenirs sont plus flous dans la tête des Français, en tout cas. Alors d'abord, je voudrais rappeler un petit peu le contexte historique du problème que représente la peste au niveau mondial d'ailleurs, et qu'elle représentait déjà depuis des siècles, constituant un fléau, une catastrophe qui frappait périodiquement les populations en entraînant des conséquences graves sur les populations, puisqu'il y avait une baisse de la population, souvent de 30, 50, 60% parfois. La peste noire au XIVe siècle, je ne vais pas remonter
à la peste bubonique de Justinien au 6 ou 7e siècle, mais en tout cas, la peste noire du XIVe siècle venait d'Asie centrale. Elle était passée par la Crimée, et puis il y avait la guerre à ce niveau-là, et il y a eu des péripéties qui ont fait que la peste a gagné Marseille, Avignon, etc. Au XVIIe siècle aussi, on m'a fait remarquer qu'il y avait eu une période de peste en Europe, venue d'Europe centrale et gagnant jusqu'à l'Italie, à l'occasion de la guerre de Cent Ans, véhiculée, disons, par les soldats qui se déplaçaient dans les combats. Alors, au XIXe siècle, donc à la période dont nous parlons, avec comme acteur principal pour nous Yersin, il y a eu une peste qui a été dite océanique, qui est devenue une pandémie après avoir commencé en Mongolie, et puis après avoir gagné la Chine, Hong Kong, etc. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure une carte que Yersin avait collectée dans la presse et qu'il a annotée d'une façon intéressante. Alors, un tout petit mot, une petite parenthèse, parce que vous allez me poser la question, donc je préfère y répondre d'emblée. Et maintenant, est-ce encore un problème dans le monde d'aujourd'hui ? Oui, la peste n'est pas éradiquée. La peste existe encore, et l'OMS, bon, ça ce sont les chiffres les plus récents que j'ai trouvés. En 5 ans, de 2010 à 2015, il y a tout de même eu plus de 3000 cas et presque 600 décès. On pourrait penser donc que ça avait beaucoup baissé, mais toutefois, sujet d'inquiétude et d'attention, de vigilance, il y a réémergence de temps en temps de foyers, notamment au Congo ou à Madagascar. 2300 cas à Madagascar il y a quelques années, il y a 8 ans, c'est tout de même non négligeable. Alors, bien sûr, la situation n'est plus du tout la même qu'au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on a des moyens de traitement qui n'existaient pas à l'époque. Et les antibiotiques, évidemment, sont extrêmement efficaces, à condition d'être débutés très tôt. La plupart des patients guérissent, et ceux qui ne guérissent pas sont ceux qui n'ont pas été diagnostiqués ou diagnostiqués trop tard. Alors bien entendu, associé au traitement antibiotique, il y a les mesures préventives qui sont l'isolement des patients, qui sont la lutte contre les rats, et vous comprendrez pourquoi, les traitements contre les puces, etc. Le vaccin qui avait été mis au point, qui avait été déjà initié à l'époque, par Yersin et son équipe, et qui avait été finalement, qui avait mis beaucoup d'années pour être vraiment mis au point et appliqué à grande échelle, par les pasteuriens de Madagascar. Ce vaccin a été abandonné en raison d'effets secondaires qu'on a jugés excessifs. Et toutefois, on n'a pas abandonné l'idée de développer des vaccins, parce que cette réémergence, de temps en temps, dans un coin du monde, pourrait poser des problèmes dans des populations où les systèmes de santé ne sont pas très développés. Donc, ces vaccins sont à l'étude. Je pense qu'ils seront disponibles assez rapidement. Alors, je commencerai le récit en utilisant un texte que Yersin lui-même a rédigé, et vous voyez son manuscrit. Il l'a intitulé « Mon voyage à Hong Kong au sujet de la peste », et il l'a écrit en août 1994, donc très tôt après son retour de Hong Kong. Il situe le problème. Il a compris très tôt que ce problème de la peste, qui était à l'état endémique
en Chine du Sud, dans le Yunnan, était susceptible de poser un problème en Indochine, et en particulier au Tonkin, bien sûr, du fait de la proximité. Et dès 1892, donc entre deux de ces expéditions, il a rencontré le gouverneur général de l'Indochine, qui était alors M. Delanessan, qu'il y avait cette présence endémique de la peste et qu'il était opportun de l'envoyer. Il se proposait d'aller, si on le missionnait bien sûr, au Yunnan pour étudier la question et essayer de progresser. Refus de la naissance, qui le prend un peu de haut et qui lui dit « Il n'y a jamais eu de peste au Yunnan, et y en aurait-il que je le nierais ?» Bon, on tombe déjà assez sur ce pauvre Tonkin pour qu'on aille encore lui mettre la peste sur le dos. Voilà, donc c'est une position politique un peu bizarre, un peu critiquable, mais en tout cas, voilà ce que Yersin a mis et qu'il raconte à cœur ouvert dans ce texte dont je vous montrais la première page. Alors, en octobre 93, au retour du troisième de ces voyages, enfin de la troisième expédition, il renouvelle sa demande parce qu'il est convaincu que c'est quelque chose qui doit être important à faire. Et il reste tout de même biologiste, médecin dans l'âme et biologiste en même temps. Mais alors là, refus catégorique. Alors cette fois-là, il lui dit « Mon pauvre vieux, on n'a pas d'argent, vous vous rendez compte des frais, ce serait insupportable, non. » Bon. Alors, on retrouve maintenant notre ami Yersin rentrant de son dernier voyage de Nha Trang à Touran, si vous vous souvenez. Il est revenu par la voie maritime à Saïgon, le 17 mai 1994, et en rentrant, on lui annonce qu'une dépêche est arrivée depuis peu, qui le désigne pour aller au Yunnan, pour le sujet de la peste. Donc ce qu'il demandait depuis déjà 2 ans, il l'obtient maintenant. Delanessan avait peut-être fait remonter tout de même la proposition de Yersin en plus haut lieu, c'est possible. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un changement d'attitude de ce type? C'est que la peste est apparue à Canton. Donc Canton, c'est plus le Yunnan, hein, c'est déjà un peu plus proche. Alors, ça se rapproche de la mer et donc des transports maritimes, etc., qui exposent, en raison de la proximité de la frontière, à une contagion au Tonkin, et donc les autorités françaises se sont dit qu'il était probablement intéressant de regarder les choses de près. Alors, cette peste à Canton, c'était pas une petite épidémie de rien du tout. Elle avait déjà, en quelques semaines, tué, ou en tout cas, tué 60 000 Chinois, dit-on. Et en quelques semaines. Donc le gouvernement, du fait des grands courants commerciaux entre Canton et puis toute la côte vietnamienne, comprend bien qu'il faut absolument faire quelque chose. Alors l'envoi au Yunnan, ah bon, pourquoi pas à Canton, ou pourquoi pas plus proche, puisque maintenant ça se rapproche. Alors, en tout cas, l'ordre est qu'il aille au Yunnan, et donc, en première étape, il doit aller à Haiphong. Donc, il prend le bateau, il part à Haiphong, il emporte son petit matériel, je vous le décrirai tout à l'heure, et il part pour le Yunnan, mais en cours de route, il apprend que l'épidémie continue à gagner vers Canton. Vers Hong Kong, pardon. De Canton, elle a progressé, elle est allée jusqu'à Hong Kong, et que l'intensité de cette épidémie a l'air d'être très inquiétante. Donc, il demande, quand il revoit le gouverneur général par intérim lors d'une escale du bateau,
il demande, puisque, oui, M. Delanessan est reparti, hein, entre-temps, il est reparti à Paris, et il y a un gouverneur général qui est par intérim, M. Chavassieux, pardon. Et ce gouverneur par intérim ne veut pas prendre de responsabilité, il dit, les ordres sont que vous alliez au Yunnan, vous continuez à aller au Yunnan, et vous continuez votre chemin vers Haiphong et Hanoï. Alors, Yersin est choqué de ça. Il en a parlé à un autre médecin qui est là-bas sur place, qui est tout à fait de son avis. Et donc, Yersin use de ses contacts et il envoie une dépêche à Calmette pour lui exprimer l'ineptie de le faire aller au Yunnan, alors que maintenant les problèmes sont beaucoup plus dans la Chine du Sud et notamment à Hong Kong, et qu'il faut absolument qu'il parte à Hong Kong. Alors Calmette, il est retourné à Paris, hein, il a terminé son mandat à Saigon et il est à Paris, et donc bon, il comprend, il est tout à fait d'accord avec lui, et il lui donne l'ordre de repartir pour Hong Kong cette fois, sans attendre. Alors le temps passe pendant tout ça, hein, pendant tout ce temps, vous voyez, il est arrivé le 17 mai, et là on voit que c'est le 12 juin qu'il part enfin sur le site qui est le plus important à connaître. Voilà, il y part le 12 juin et il emmène avec lui son boy, celui qui l'a accompagné dans les diverses expéditions, et donc il a confiance en lui. Et il a également embauché un boy chinois, parce que lui et son boy anamite ne connaissent absolument pas Hong Kong, ne parlent pas chinois, et il souhaite donc avoir quelqu'un qui soit susceptible de l'aider efficacement. Alors, son équipement, vous le voyez, il est vraiment très modeste. Son microscope, il y tient absolument, c'est celui qu'il a depuis ses études, qu'il a fait améliorer par Zeiss quand il était allé quelques jours à Berlin. Il avait emporté son microscope pour améliorer, pour avoir une plus grande, faire de la microscopie en immersion. Enfin, il était étudiant, hein, à ce moment-là. Vous voyez, il avait tout de même une conscience des problèmes physiques, optiques, autant que médicaux. Donc, son microscope, un autoclave et du petit matériel de bactériologie, c'est l'hôpital de Saigon qui lui ont donné ça, en disant bon bah vous partez, voilà un peu de matériel. Donc c'est extrêmement frustrant. Il part, lui, c'est une équipe mono personne avec un matériel vraiment modeste. Voilà. Alors il arrive donc pratiquement un mois après avoir été missionné pour partir, il arrive enfin à Hong Kong, et là, dès son arrivée, il arrive en milieu de journée à peu près, et dès son arrivée, il rencontre le chancelier du consulat, qui est monsieur Bourgeois, qui est très gentil, mais qui lui dit, vous savez, vous n'avez pas beaucoup de chance parce que les autorités anglaises sont tout de même très réticentes, et puis il y a une équipe japonaise qui vient d'arriver 3 jours avant, et ils ont l'air d'avoir beaucoup d'influence. Alors, bon, moi je vous conseille de voir les médecins anglais des hôpitaux, de discuter avec le gouverneur, M. Robinson, etc., et le directeur de l'hôpital, M. Lawson, de façon à essayer de vous arranger une situation acceptable. Alors, il faut remarquer que Yersin ne parle pas anglais. Or, toutes les personnes qu'il va rencontrer ne parlent pas français. Donc, les communications ne devaient pas être très très simples. Alors, après avoir fait ces visites fort utiles et fort nécessaires, les médecins anglais qu'il a rencontrés, dans son expression, dans son manuscrit, il est satisfait des contacts qu'il a avec eux. En revanche, il sent qu'il aura beaucoup plus de difficultés avec Sir Robinson et avec le docteur Lawson, qu'il trouve un peu faux cul. Enfin, il ne le dit pas comme ça, hein, vous me permettez l'expression.
L'après-midi, il visite un petit peu la ville et évidemment, en ce qui concerne la peste, il visite un bateau-ponton qui est dans la baie de Hong Kong, qui est destiné à accueillir les soldats anglais qui ont été atteints, mais qui sont convalescents. Alors l'histoire ne dit pas s'il y en avait qui, atteints de la peste, étaient morts. Mais à un autre moment, Yersin nous dit que les Européens ont une mortalité bien moindre que les Chinois. Et on expliquera tout à l'heure pourquoi. Donc il voit ce bateau-ponton, il rend visite aux soldats anglais, et puis il visite les hôpitaux, évidemment, les 2 hôpitaux tenus par les Anglais, plus des bâtiments que les autorités ont transformés en hôpital pour accueillir les Chinois. Mais c'était en plus parce qu'ils étaient un peu débordés par le nombre de patients à hospitaliser. Voilà. Alors, ensuite, M. Lawson, donc le directeur de l'hôpital, lui offre une solution d'accueil pour travailler. C'est un fond de couloir dans l'hôpital. Et lui, évidemment, effondré d'être aussi mal accueilli. Mais il installe son peu de matériel au fond d'un couloir et il va commencer ses premiers travaux là, au fond du couloir. Mais vous verrez tout à l'heure que c'était pas très commode tout de même. Alors, en effet, donc, comme je le disais tout à l'heure, M. Kitasato, japonais, et son équipe étaient arrivés 3 jours avant lui et venaient de s'installer, alors eux, avec tous les honneurs et toutes les facilités de la part des autorités anglaises. Alors, Kitasato, c'est l'aîné de Yersin d'une dizaine d'années. Oui, exactement 10 ans. Oui, exactement 10 ans. C'est un biologiste, un microbiologiste japonais qui a une excellente réputation, qui a passé une dizaine d'années à Berlin dans le laboratoire de Koch. Et donc il est vraiment investi d'une notoriété qui attire la confiance. Il a fait également beaucoup de travaux qui marchaient un peu sur les pieds de ceux réalisés à l'Institut Pasteur, notamment sur le tétanos et la diphtérie, mais enfin bon, c'est une autre histoire, on en viendra plus tard. Voilà, alors, évidemment, Yersin dit, je vais aller me présenter à cette équipe. Et donc, il arrive le lendemain à 5 heures du matin, à l'hôpital. Bon, il pensait que les Japonais, dans une situation épidémique telle que celle qu'ils vivaient, étaient des gens matinaux. Les Japonais arrivent à 10 heures. Bon. Et il commence, en salle d'autopsie, à autopsier un patient. Et alors là, Yersin regarde tout ça et est extrêmement critique sur la manière de procéder, traduisant en fait les concepts de Kitasato, et Yersin est persuadé qu'il fait fausse route. Parce que Kitasato cherche le germe dans le sang, dans la rate, dans le foie, et il ne s'intéresse pas du tout à quelque chose qui saute aux yeux de Yersin, qui est le bubon. On va en reparler tout à l'heure. Le bubon, qu'est-ce que c'est ? C'est un gros ganglion inflammatoire qui est donc volumineux, douloureux à la palpation, etc. Et Yersin intuitivement se dit bon, il y a probablement quelque chose à trouver là plutôt que dans le sang ou dans la rate. Et donc il commence à s'entretenir un petit peu avec Kitasato en émettant des doutes, etc. Et l'autre fait semblant de ne rien comprendre. Il parle en anglais, en allemand, bien entendu. Et même, Kitasato fait des réflexions dans son dos aux autres membres de son équipe, les 5 autres personnes, en le ridiculisant, en lui disant « mais
il parle quelle langue, ce bonhomme? Il parle allemand, vraiment? Je ne comprends rien. Voilà, donc Kitasato le méprise, ne veut pas entendre parler de lui, et il n'a absolument pas envie de travailler avec Yersin, le brave Kitasato. Donc, Yersin a compris, il va dans son fond de couloir, et le lendemain, il va à l'hôpital et il dit « Mais moi, je voudrais bien avoir accès à un cadavre de façon à commencer mes études. » Et là, ah non, il n'y a pas de cadavre. Bon, alors il y a plein de cadavres, évidemment, mais la salle d'autopsie est réservée à Kitasato. Bon, il dit, bon, c'est comme ça aujourd'hui, je réessaie demain, le lendemain, pareil. Et donc là, il comprend qu'il y a quelque chose, et il découvrira ultérieurement que les Japonais payent le personnel pour avoir l'exclusivité des autopsies. Alors, découvrant ça, Yersin se dit, bon, il faut que je m'installe de façon indépendante, totalement indépendante, et donc il demande aux autorités de l'hôpital l'autorisation de se faire construire un petit bâtiment dans les environs, un peu à l'écart de la ville, mais à proximité des bâtiments, des paillotes qui ont été construites à la hâte pour accueillir des patients chinois. Et assez rapidement, il obtient satisfaction, il obtient le droit de construire ça, et cette petite paillote, eh bien, elle va être construite en 2-3 jours par un entrepreneur qu'il va solliciter. Mais pendant tout ce temps-là, il n'est pas resté inactif. Vous savez, Yersin, on ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues, il va contourner l'obstacle et il va soudoyer des matelots anglais dont la mission est d'enterrer les cadavres, et en attente, entre le moment où les cadavres sont retirés des salles, des chambres, ou des salles plutôt, d'hôpital, et être enterrés, il y a un délai d'une nuit à peu près pendant lesquels les cadavres, dans des cercueils, sont dans une cave. Et donc il soudoie les matelots dont la mission est de s'occuper de tous ces transferts pour qu'ils lui permettent de faire des prélèvements sur quelques cadavres, avec une promesse d'une gratification si ça marche. Alors il les paye d'abord, et il les repaye ensuite. Voilà. Grâce à ça, il peut, dès le 20 juin, commencer à faire des prélèvements. Bon, alors évidemment, il faut ouvrir les cercueils, sortir les cadavres dans la cave. Ce ne sont pas des conditions de travail idéales pour un biologiste. Et il fait les prélèvements, il commence évidemment par les bubons, il prend du sang, bien sûr, parce qu'il va le rechercher dedans, mais là, il y a très peu de chances de le trouver. Et il trouve ça, il remonte à toute vitesse dans son fond de couloir, puisqu'il n'a pas encore sa paillote, donc il va à son fond de couloir, il fait la préparation microscopique, il regarde, et alors là, boum, il tombe devant une purée de germes qu'il décrit de façon minutieuse, des petits bâtonnets à bout arrondi, etc., courts, bon. Il dit, bingo, ça, c'est très probablement ça. Alors évidemment, avant de dire que c'est qu'il a isolé le germe responsable, il y a tout un travail qu'il va pouvoir commencer ensuite. Malheureusement, le lendemain, quand il a sa cabane, sa paillote est en cours de construction, donc il continue à travailler en soudoyant les matelots anglais, mais il découvre qu'on a tripoté dans son bout de couloir, et en fait c'est Lawson qui a fait de l'espionnage et qui a transmis des résultats obtenus par Yersin à Kitasato, qui n'en a absolument pas tenu compte, parce que lui, il avait son idée, le germe, je vais le trouver dans le sang, dans la rate et dans le foie, et les bubons, ça ne l'intéressait pas. Non. Et il a isolé des germes,
il a isolé notamment un germe qu'il a dit, c'est lui le responsable. Il avait reconnu aussi qu'il y avait d'autres germes qu'il avait isolés, qui étaient des germes de maladies de surinfection, comme on dit, c'est-à-dire un patient est souvent victime d'autres infections. Et donc, il a notamment isolé d'autres germes, des pneumocoques, etc. Bon. Voilà. Mais Kitasato, à partir de ce moment, restait convaincu qu'il avait isolé le germe, et il l'avait publié d'ailleurs. Il avait annoncé, pardon, pas publié, il n'y avait pas encore de publication. Et annonçant cela, les gens disaient, si Kitasato le dit, c'est que c'est vrai. Bon, malheureusement, il a complètement échoué dans la démonstration de la responsabilité du germe qu'il isolait et qu'il pensait être celui de la peste, parce qu'il n'arrivait pas à le cultiver. Pour faire la preuve, il y a des étapes, il y a 4 critères, mais je ne vais pas entrer dans c'est un peu technique. Pour faire la preuve absolue de la responsabilité d'un germe pour provoquer une maladie, il y a 4 étapes, et ces 4 étapes, il ne pouvait pas les faire s'il n'y avait pas la première qui était celle de la culture. Or, notre ami Yersin, lui, y est parvenu. Il est parvenu, il avait le matériel de base, ces prélèvements de ganglions qu'il a ensemencés dans son fond de couloir, et ça a poussé très bien. Ça a poussé très bien, avec probablement, grâce au fait qu'il n'avait pas d'étuve. C'est-à-dire qu'il a cultivé ses ensemencements à la température ambiante, c'est-à-dire 28 degrés là-bas à cette époque de l'année, pardon. Et donc ça c'est une chance pour lui, parce que Kitasato, lui, essayait de le cultiver, mais à 37 degrés. Et à 37 degrés, le bacille de la peste ne pousse pas, ou pousse très mal. Et donc, avec tout son matériel et toute son équipe, le brave Kitasato a échoué dans l'étape initiale permettant de faire les autres étapes pour faire la preuve que le bacille est bien responsable, etc. Voilà. Donc, je continue. Alors voilà l'installation que Yersin s'est fait construire. Vous voyez donc celle qu'il s'est fait construire ici, elle est modeste, hein, voyez. Alors il y a une cloison entre les deux, une partie pour le laboratoire, une partie pour l'habitation et une partie pour faire des manipulations, voilà, une petite annexe à côté. Alors tout ça, c'est à côté, vous voyez, sa cabane, elle est là. On reconnaît le pilier de soutien. Ici, elle est là. Bon, il a centré sa photo d'une façon un peu bizarre. C'est la photo de Yersin. Hein, là. Et vous voyez les bâtiments à côté qui sont les paillotes accueillant des patients chinois qui ne pouvaient pas être pris à l'hôpital. Voilà. Voilà. Alors, donc, je reviens sur le fait que les bubons, Yersin avait d'emblée eu l'intuition que c'était là qu'il trouverait la solution, parce que tous les malades en avaient. Et donc, voilà les microbes tels qu'il les a publiés dans son, en septembre 1994, publiés dans son mémoire, la peste bubonique à Hong Kong, exactement. Et voilà, les petits bâtonnets, vus au microscope. Voilà. Alors, à partir du 23 juin, Yersin enfin obtient la possibilité de faire des autopsies officielles, disons, et non pas au fond de la cave. Voilà. Et cela lui permet de faire des prélèvements multiples qu'il s'empresse d'envoyer à Paris, parce qu'il sait très bien que lui, avec le matériel qu'il a, il ne peut pas aller très loin dans les études, et qu'à Paris, ils feront tout ce qu'il faut, et de façon correcte et rapide. Voilà. Il a donc envoyé des prélèvements de 21 cas, en scellant les prélèvements, etc. Mais bon, à notre époque, ce serait plus complexe. Je crois que c'est par la poste anglaise qu'il les a envoyés. Je ne pense pas qu'à notre époque, ça passerait. Bon,
Enfin, il a pris les précautions, il l'a décrit. Alors, il est enthousiaste, le brave Yersin, et il tient au courant sa maman. Le 24 juin, vous voyez, donc très très tôt après sa découverte, et donc il lui dit « Je suis sûr que tu dois être un peu anxieuse de recevoir cette lettre, me sachant dans un endroit où l'on n'irait pas précisément faire aujourd'hui un voyage d'agrément. » Bon, c'est assez bien tourné, hein, Après être resté quelques jours à l'hôtel, je me suis fait construire une paillote à côté de l'hôpital des Pestiférés et j'ai établi là mon domicile et mon laboratoire. Tout cela n'a pas été sans peine. Et si je n'avais pas le bonheur de découvrir un brave missionnaire catholique qui a bien voulu m'accompagner partout, etc., c'est un religieux, monsieur Vigano, qui est un Italien, qui a fait des campagnes en Italie, etc., un ancien militaire aussi, et qui est en Chine, à Hong Kong depuis 30 ans, qui parle chinois, qui connaît tout le monde, qui connaît tout, etc., et qui est d'un dévouement admirable. Il y a eu un excellent contact entre eux, et il se dévoue, ce Vigano, complètement pour permettre à Yersin de faire son travail et de réussir dans son projet. Alors, Yersin termine sa lettre, bon, je ne vous lis pas tout, hein, parce que bon, mais enfin, c'est toujours plein de saveur tout de même de le lire, et il termine sa lettre en disant « J'aurais encore bien des choses à te raconter, mais il y a 2 cadavres qui m'attendent, et ces messieurs sont fort pressés, paraît-il, d'aller au cimetière. » Vous voyez que l'humour est encore tout à fait présent, malgré tout ce qu'il subit. Et voilà. « Adieu, chère maman, lave-toi les mains après avoir lu ma lettre pour ne pas gagner la peste. » Voilà. Alors, il sait très bien que c'est pas comme ça que ça se fait, mais c'est plein d'humour et d'affection. Ton fils affectueux, c'est toujours comme ça. Il termine ses lettres, ton fils affectueux, et depuis sa thèse, il dit toujours docteur Yersin. Bon, je n'ai pas réussi à savoir comment il signait ses lettres avant d'être diplômé. Je n'ai pas retrouvé de manuscrit. Voilà. Enfin, ce serait amusant de le voir. Voilà, même à sa mère, il n'utilise même pas son prénom auprès de sa mère. Il y a quelque chose là. Hein. Voilà, alors Yersin ne perd pas son temps. Il a fait toutes les étapes qui permettent pour lui d'être certain que ce bacille isolé est vraiment le bacille responsable. Et il fait des observations d'épidémiologie, comme on le dirait. Lui n'utilise pas ce terme, mais c'est nous qui pouvons le dire. Et il a remarqué des tas de choses qu'il note soigneusement, en disant, tiens, bon, alors, la maladie, c'est surtout dans les quartiers chinois qu'elle survient. Alors que dans les quartiers européens, il y a beaucoup moins de patients. La mortalité dans les quartiers chinois est très élevée, de l'ordre de 90%. Et elle est moindre dans les quartiers européens. Voilà. Il constate également que dans les quartiers chinois, les logements sont d'une misère terrible. Ce sont des taudis, souvent sans fenêtres, en terre battue, avec un mobilier minimaliste. Et donc, il repère tout ça. Et il voit également que dans la rue, il y a plein de rats et de rats morts. Donc, il s'interroge tout de suite. C'était une remarque qui avait été faite déjà dans les siècles précédents. Les rats morts annonçaient la survenue d'une épidémie, et finalement, les populations, souvent, quand il y avait des rats morts, fichaient le camp, en disséminant par la même occasion la maladie, mais ça, c'était connu intuitivement par les populations. Lui, il le note en tant que médecin, biologiste, épidémiologiste sans le terme, et il note tout ça, et il autopsie certains de ces rats,
il fait des prélèvements sur ces rats et il y a des ganglions comme chez l'homme, et dans ces ganglions, il retrouve le même germe qui l'ensemence, et ces cultures servent à inoculer des animaux de laboratoire qui reproduisent la maladie. Donc là, il est certain de cette hypothèse qu'il va falloir vérifier. Ce sont les rats qui véhiculent le microbe. Voilà. Alors, il conclut, la peste, c'est une maladie contagieuse. Voilà, c'est affirmé. Elle est inoculable. Il l'a fait. Les rats constituent probablement le principal véhicule. Voilà. Et c'est dit, c'est écrit, c'est affirmé, c'est raisonné d'une façon tout à fait crédible scientifiquement. Alors, il constate par ailleurs que les mouches aussi, il y a beaucoup de mouches mortes. Et il a réussi aussi à trouver, dans des broyats de mouches, etc., les mêmes germes. Donc, il a compris aussi qu'il pouvait y avoir d'autres vecteurs que les rats. Et que les mouches étaient un de ces vecteurs potentiels. Ce qui n'est pas le cas, parce que les mouches, elles ne piquent pas. Voilà. Alors, dernière chose, encore une constatation, il découvre que sur des cultures successives, la virulence s'atténue. Le germe devient de moins en moins virulent. Et donc il le note et il fait déjà l'hypothèse que c'est une voie pour traiter, pour créer une immunité chez l'homme en faisant un vaccin avec des germes qui auraient été atténués et rendus inoffensifs. Donc, tout ça, dans un délai incroyablement court, en 3 semaines, il a fait un boulot énorme qui a transformé complètement la vision de la peste. Ce n'est plus une malédiction, ce n'est plus une punition des dieux, ce n'est plus un sortilège, etc. Maintenant, il y a un agent capable de transmettre la maladie, de tuer la population en grande partie. Voilà, donc 3 semaines pour faire cet énorme travail, et dès le 2 juillet, c'est-à-dire 15 jours grosso modo après son arrivée, et moins de 2 semaines après qu'il ait pu commencer à travailler, il fait une communication à l'Académie des sciences à Paris, ou tout au moins c'est pas lui qui l'a fait. Il a envoyé une dépêche à Émile Duclos, qui est le directeur à ce moment-là de l'Institut Pasteur à Paris, et vous allez la voir, voilà, compte rendu de l'Académie des sciences, le 2 juillet 1994, et c'est Émile Duclos qui lit ce que lui a envoyé Yersin. Voilà. Alors, il publie également, alors là, quand il est rentré à Saïgon, et qu'il a un peu plus de temps devant lui, il publie ce travail qui détaille tout ce qu'il a découvert. Alors, voilà la conclusion de son manuscrit, hein, je vous ai mis le début, je vous mets maintenant la fin. Et donc, il dit « J'estime que le but de ma mission à Hong Kong est atteint, puisque j'ai pu isoler le microbe de la peste, faire les premières études sur ses propriétés physiologiques et envoyer à Paris un matériel de travail suffisant. Je quitte donc Hong Kong le 3 août, afin de regagner Saïgon, où j'arrive le 23. » Bon. Alors, il rajoute une petite phrase qui nous interpelle un peu. « Je compte maintenant monter au Yunnan afin d'y continuer l'étude de la peste. » Alors là, il avait été missionné pour là-bas, mais on l'a dévié sur Hong Kong. Bon. Et ce qui me sera beaucoup plus facile, puisque la cause de cette maladie est aujourd'hui bien connue. Voilà. Donc, ceci, c'est sa publication.
Voilà. Alors, une petite parenthèse. Il y a une polémique qui s'est instaurée, non pas du fait de Yersin lui-même, parce que lui, il s'en fout complètement, les polémiques, ça ne l'intéresse pas. La gloire d'avoir découvert quelque chose de majeur, il est complètement indifférent à ça. Mais ce sont les autres de ces équipes qui disent c'est Yersin qui a trouvé ça, c'est Yersin qui a démontré ci, et Kitasato, non. Mais au Japon, ils sont persuadés que c'est Kitasato qui a découvert le germe, et d'ailleurs, au départ, les Japonais disent le germe de Kitasato. Et puis la démonstration, tout de même, au niveau international, a été faite que ce cas isolé, Kitasato, n'était absolument pas le germe de la peste. Et donc la reconnaissance internationale est venue, et quelques années après, tout de même, le germe a été dénommé Yersinia pestis. Voilà, Yersinia pestis. Mais les Japonais, encore maintenant, j'ai regardé un petit peu, on m'a transmis des documents japonais, parce que je ne lis pas le japonais, dommage, on m'a transmis des documents dans lesquels l'expression des Japonais reste tout de même un petit peu ambiguë sur le sujet. Ils disent oui, effectivement, et donc ils ont appelé assez longtemps le germe de Kitasato Yersin. Alors maintenant, tout de même, ils disent oui, c'est Yersinia pestis, d'accord, mais tout de même, enfin bon, l'expression des Japonais en 2025 reste quelque chose d'ambigu, ça leur reste en travers de la gorge. Parce que Kitasato a quitté Hong Kong, finalement, avec un échec complet. Voilà, alors je vous montre Kitasato et Yersin. Bon, la photo ne les met pas en même dimension, mais c'est pas volontaire, hein, c'est parce que c'est comme ça. Bon, trêve de plaisanterie. De retour à Saigon, donc. Yersin a envie de continuer tout de même dans les maladies infectieuses, et notamment il a remarqué que les maladies infectieuses animales, bovines, les épizooties comme on dit, sont quelque chose de très important pour la population, parce que les troupeaux sont souvent décimés par des épidémies de diverses maladies, dont une qu'on intitule la peste bovine, mais en fait on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est une maladie, et le mot peste, c'est un petit peu comme dans l'Antiquité, où on appelait peste toutes les grandes infections qui posaient des problèmes de population. Mais tout de même, dans la tête de Yersin, il a initialement pensé qu'il fallait chercher un germe qui pourrait être similaire ou peut-être dans la même filiation que celui qu'il a découvert. Donc il a fini par obtenir, mais très vite, une mission gouvernementale pour créer un laboratoire d'études de cette maladie, de cette peste bovine, de façon à pouvoir agir, c'est-à-dire prévenir, traiter, etc., comme pour toute maladie infectieuse. Alors lui, il avait sa petite idée, c'est à Nha Trang qu'il voulait aller, parce que Nha Trang, il est tombé amoureux de ce site qu'il a vu moult fois lors du cabotage de son bateau de Saigon à Haiphong. Et donc cet endroit-là, où il avait tout de même débarqué de temps en temps, mais le débarquement n'était que pour quelques heures, parce que le bateau chargeait et déchargeait des marchandises, mais donc ne restait que très peu de temps. Et en plus, il n'y avait pas de ponton, il n'y avait pas d'appontement, il fallait aller dans des bateaux, dans une barque pour rejoindre la terre, etc. Mais il est tombé amoureux de ce village, et donc on lui a donné une mission, mais on ne lui a pas dit où la remplir, cette mission. Et lui, il a décidé de s'installer à Nha Trang. Alors, installation extrêmement sommaire. Le résident français lui donne une petite maison, une petite... j'allais dire cabane, non, c'est une petite maison, disons, au bord de la mer.
et dans laquelle il commence à s'installer pour habiter, et il crée quelques autres petits bâtiments, des paillotes pour son laboratoire et pour les animaux dont il avait besoin. Et il fait déjà, dans les premières semaines, des progrès importants dans la compréhension de cette peste bovine, entre guillemets. Et il s'aperçoit que c'est pas le germe de la peste humaine, mais il commence déjà à isoler un germe, etc., et à travailler dessus. Mais il est interrompu dans ses travaux, il est interrompu très vite, parce que le ministère des colonies lui dit « Mon cher ami, il faut absolument que vous partiez à Madagascar, parce qu'il y a actuellement un problème d'une fièvre, de ce qu'on appelait une fièvre bilieuse, hémoglobinurique éventuellement, ça veut dire avec du sang dans les urines, et cette bilieuse, ça va nous poser des problèmes, essayez de le résoudre. » Il faisait une grande confiance après ce premier succès à Hong Kong. Et donc, le 11 janvier, donc, il n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler sur la peste bovine, bien qu'il ait beaucoup progressé. Et alors là, on voit qu'il est tout de même pas très pressé d'arriver à Madagascar, parce que de Saïgon, il passe par Aden. Bon, là, c'était obligé. Il passe par Suez. Il va à La Réunion, et puis enfin, il arrive à Nosy Be, mais après avoir fait des escales un peu longues à chaque endroit. Et bon, son travail là n'a pas été un franc succès, parce que en fait, cette fièvre bilieuse, c'était une complication du paludisme, et malheureusement, il n'a pas réussi à faire le rapprochement entre les deux. Et il a cru isoler un germe, mais ça ne marchait pas. Bon, il n'était pas content de lui-même. Et en fait, maintenant, on sait que c'était une complication du paludisme qui créait ces problèmes. Voilà, mais ça montre qu'un chercheur, ça cherche. Ça ne trouve pas tout le temps. Et ça se trompe parfois. Mais ça a l'honnêteté de dire « je me suis trompé ». Alors, il rentre donc à Nha Trang, après avoir fait ce petit séjour à Madagascar, et il continue ses travaux, mais là encore, patatras, nouvelle interruption. L'Institut Pasteur de Paris le rappelle, lui dit « il faut absolument que vous veniez pour continuer à travailler sur le bacille de la peste », puisqu'il avait envoyé tous ses prélèvements, et que ses collègues Roux, Borel et Calmette donc qui avait quitté maintenant Saïgon, avait déjà bien avancé pour travailler sur le sujet. Alors, quels étaient les objectifs de ces travaux? C'était, d'obtenir un germe de virulence atténuée, voire complètement supprimé, en vue d'un vaccin. Et donc, dans un premier temps, les études se font chez l'animal, bien entendu, et donc c'était le lapin qui était leur animal de laboratoire, et également de développer un sérum thérapeutique qu'on injecterait aux patients atteints, il n'y avait pas d'antibiotiques, on ne connaissait même pas la notion, pour lutter contre l'infection, sachant qu'un organisme qui reçoit des anticorps contre le germe est capable d'éliminer le germe grâce à ces anticorps. Voilà. Alors, il travaille avec eux, ils s'entendent très bien, tout le monde est content de le revoir, lui aussi, d'ailleurs, il l'exprime dans ses lettres, il est content d'y être, mais assez rapidement, au bout de 3 mois, il en a marre. Il en a marre de Paris. Il est allé fin mai faire un petit séjour pour aller voir sa mère, tout de même. Il y a passé 6 jours, c'est exceptionnel qu'il soit si long. Habituellement, il a toujours plein de choses et il dit « Maman, j'ai beaucoup de travail, il faut que je m'en aille » et il reste 48 heures ou 3 jours. Là, 6 jours. Il en profite tout de même pour acquérir un appareil photo, mais un appareil photo un peu particulier, c'est un appareil photo jumelle. Alors, celui-là n'est probablement pas le sien, j'ai trouvé sur Internet. C'est un appareil photo qui permet un zoom, quoi, finalement, de prendre des photos zoom. Donc ça montre déjà tout l'intérêt qu'il porte à la photographie, on en reparlera à d'autres occasions. Voilà. Alors,
en juillet, il finit par convaincre, malgré les tentatives que Roux et ses collègues exercent sur lui pour rester à Paris et continuer à travailler ici, il retourne à Nha Trang et son argumentation c'est de dire mais là-bas ils vont avoir besoin de beaucoup de sérum et donc il faut absolument que je développe la production de sérum antipesteux. Et d'autre part, il faut absolument que je continue à travailler sur la peste bovine parce que j'ai déjà pas mal progressé et donc ça va avoir des implications économiques et sociales très importantes. Voilà, alors, tous ses collègues savent que c'est pas la peine d'essayer de le convaincre. Quand il a une idée dans la tête, il ne la quitte pas et donc il retourne à Nha Trang et c'est le 4 août qu'il embarque cette fois à Marseille pour son trajet de 3-4 semaines. Voilà, alors il arrive fin juillet, et là il retrouve sa petite maison, sa petite, je disais cabane tout à l'heure, je n'ai pas trouvé de photos de ça n'a pas dû résister au temps. Et en tout cas, c'est déjà, son habitat se trouve déjà dans le village de pêcheurs, dans la presqu'île, cette espèce de presqu'île qui est à l'entrée de la baie. Et il aime être au contact de la population. Il s'est éloigné de la population bien modeste, il y a une quinzaine d'Européens, de Français à Nha Trang à cette époque-là. Il y a un résident, il y a un douanier, il y a un garde, et il y a enfin quelques personnes qui, je vous montrerai, qui habitent le long de la baie, côté intérieur, pas du côté de la mer, et la résidence un peu plus loin. Lui, il est à 500-600 mètres d'eux. En revanche, il est au voisinage immédiat des huttes, des cabanes, des pêcheurs. C'est avec eux qu'il se plaît. Alors, il commence à ce moment-là, en comprenant que maintenant, il faut qu'il passe à une dimension nettement plus ambitieuse. Il commence à se faire construire des locaux plus solides, en briques tout de même, parce qu'il y a des tempêtes, il y a des typhons, etc. Et il y a plusieurs fois une destruction de ce qu'il a construit en bâtiments légers, paillotes, etc. Donc, petit à petit, il va augmenter les surfaces pour les chevaux, pour les bœufs, et pour ces petits animaux de laboratoire. Et puis, il s'aperçoit très vite que ça ne suffit pas, il n'a pas assez de place dans le village, et il demande l'autorisation aux résidents de pouvoir s'installer à la citadelle. La citadelle, elle est à quelques kilomètres à l'intérieur des terres, 5 ou 10 kilomètres à l'intérieur des terres, et un peu en surélévation, ça s'appelle la citadelle, où résidaient les mandarins, et tous les fonctionnaires, etc. Et donc là, il obtient l'autorisation de construire des locaux et d'embaucher également, il embauche une personne qui va s'occuper des animaux pour les nourrir et les soigner. Lui-même, il se rend tous les jours à bicyclette. Il a déjà beaucoup utilisé la bicyclette, il adore ce moyen de transport. Quand il a été à Paris, il a sillonné Paris à bicyclette. Bicyclette Peugeot. Bon. Alors, celle-ci était-elle Peugeot? Je ne sais pas, mais à Paris, oui. Voilà. Alors, en 96, donc un an plus tard, il s'aperçoit que le travail est vraiment très lourd et qu'il a besoin d'être aidé, et il obtient d'avoir un adjoint médical. Le premier, je ne sais pas qui il est, je crois que Carougeot ne devait pas être médecin, je crois. Enfin bon, après ça a été Vassal, qui a été le deuxième, et qui a écrit, dont l'épouse a écrit un bouquin qui m'a été confié par Monique Ducrot. Voilà. Et il embauche également un vétérinaire qui était déjà en Indochine, M. Pézas, qui est militaire, qui était en poste à Hué, et avec qui il a eu d'excellents rapports, et on voit dans certains courriers toute la confiance qu'il a dans cette personne. Il permet, lui,
de s'absenter sur des séjours assez longs. Vous voyez les durées où il est à Paris ou à Madagascar, etc. Et il sait que M. Pesas va être là et va s'occuper de tout pendant ses absences. Voilà. Alors, ce n'est qu'en 96 qu'il l'a, mais quand il l'a, il est bien content. Voilà. Alors, encore une interruption dans son travail à Nha Trang, c'est que en juin 96, à Hong Kong, on le harcèle. On le harcèle. Dans sa biographie, c'est le terme qu'utilisent Mollaret et Brossolette. Ils disent qu'il est harcelé de demandes pour revenir à Hong Kong. À Hong Kong, déjà les autorités anglaises, après sa découverte, etc., ils ont compris que c'était tout de même une pointure et ils avaient essayé de le garder en lui disant « mais on a absolument besoin de vous pour les mesures de prophylaxie sur les plans sanitaires, etc. » Et lui avait refusé catégoriquement en disant « ma mission est remplie, je m'en vais » et voilà. Et là, il finit par se laisser convaincre et par répondre à cet appel. Il va à Hong Kong, mais à Hong Kong, à ce moment-là, le temps a passé, l'épidémie est en train de diminuer. En revanche, on lui dit, mais vous savez, à Canton, ça va pas bien. Il va à Canton en disant, il avait emporté des lots de sérum antipesteux qu'il avait commencé à produire, donc... il emporte ces lots et à Canton, le consul lui dit « Écoutez, non, vous n'avez jamais expérimenté chez l'homme l'usage de ce sérum antipesteux, donc nous avons déjà des problèmes importants d'hostilité de la population, d'hostilité des autorités chinoises. Surtout, on n'a pas envie d'avoir des complications supplémentaires par accusation d'introduire quelque chose de nocif. » Non. Alors, il allait repartir à ce moment-là, et il y a un évêque, l'évêque de Canton, qui a un séminaire, qui vient le voir en lui disant « Écoutez, je suis très ennuyé, l'un des élèves, qui a 18 ans, est atteint de quelque chose qui doit être la peste, il ne va pas bien du tout, venez le voir. » Alors là, le récit qu'en fait à l'Académie de médecine, je résume, hein. Donc c'est un jeune Chinois, 18 ans, à la mission catholique, qui, un beau jour, à 10h du matin, alors c'est extrêmement précis, hein, à 10h du matin, douleur au niveau de l'aine droite, fièvre, alitement, délire. Alors, l'évêque le fait isoler dans une chambre et appelle Yersin, qui arrive à 15h. Donc 5 heures après le début des premiers symptômes, donc rapide tout de même. Et Yersin l'examine, trouve un bubon à l'aine, très douloureux, avec de la fièvre, du délire. Pour lui, le diagnostic est évident, mais le malade va vraiment très très mal, et il n'est plus conscient. Et Yersin explique à l'évêque qu'il va mourir. Il va mourir dans les 12 ou 24 heures, probablement. Mais qu'il y a une possibilité qu'ils ont développé, parce qu'il ne prend jamais les choses pour lui personnellement, hein, c'est l'équipe qui a développé un sérum qui peut sauver son patient, mais qui n'a jamais été utilisé chez l'homme, et donc il sait qu'il est très efficace chez les lapins, qu'il est parfaitement toléré par les lapins, mais qu'il fait l'hypothèse que ce soit utile pour traiter les hommes, mais qu'il ne l'a jamais utilisé, et que, voilà. Alors, l'évêque, Monsieur Chausse, hésite, dit mais est-ce que j'ai le droit, est-ce que vous avez le droit, écoutez, moi je ne suis pas pour, le consul français dit ah, moi je ne veux pas savoir, il n'en est pas question, etc.
Et finalement, le malade allant de plus en plus mal, Monseigneur Chausse finit par dire, écoutez, s'il va mourir, essayez. Et alors là, il fait son traitement, après avoir bien expliqué. Bon, là, il n'a pas demandé l'autorisation du patient, il n'était pas en mesure de la donner. En revanche, il a l'autorisation de Monseigneur Chausse qui dit j'endosse la responsabilité, moralement, j'endosse. Et le patient qui reçoit une première dose donc dans la soirée, une autre 2-3 heures après, une autre dans la nuit. Et dans la nuit, progressivement, le malade commence à aller mieux, commence à se réveiller, commence à boire un petit peu, etc. Et 48 heures après, sort dans le jardin, fait quelques pas, voilà. Et donc, Yersin conclut, il dit, il est guéri. Il est guéri et il en fait une communication, toujours, c'est l'esprit du scientifique, on travaille, on cherche, on trouve, on publie. Et il publie à l'Académie, historique du premier cas de peste, traité et guéri par l'emploi du sérum antipesteux. Voilà. Alors, le consul qui avait refusé de donner son accord pour l'usage de ce sérum antipesteux est tout de même impressionné et lui dit, mais vous savez, à Amoy, c'est actuellement Xiamen, le port de la ville de Xiamen qui est en face de Taïwan, dans le Fujian. Et dans cette ville, qui évidemment n'a pas la même importance que maintenant, il y a une peste qui fait des ravages considérables. Je mets entre guillemets parce que c'est le terme qui est utilisé dans ses textes. Et donc là, il est très bien accueilli par les autorités qui acceptent de le faire venir dans l'hôpital. Cette fois-ci, je pense que les informations de Hong Kong ont dû passer et faire qu'il est parfaitement accepté et même attendu. Et en 10 jours, il peut ainsi traiter 23 patients. Les doses dont il dispose sont malheureusement pas très nombreuses. Et donc il ne peut en traiter que 23. Mais ces 23, c'est tout de même une série déjà de patients, c'est pas un essai contrôlé, mais c'est dans une maladie qui tue à 90%, voilà, on n'a pas le loisir de faire ça, et 21 ont guéri. Sur 23, 2 sont morts, mais en fait, en analysant les choses, c'est qu'ils ont été traités après le 5e jour. C'était donc des gens dont le pronostic, s'il n'allait pas déjà mieux, parce que il y a des gens qui guérissent tout de même, il y en a quelques-uns qui guérissent, mais ces gens qui guérissent, c'est généralement, alors après 5-6 jours, ils commencent à aller mieux, ou au contraire, ils meurent. Bien souvent, le décès survient le 1er jour, ou le 2e jour, ou le 3e jour. Voilà, donc pour lui, c'est un grand succès, et donc il a fait cette dépêche télégraphique à l'Académie de médecine. Et à ce moment-là, toujours pareil, esprit scientifique, il dit, mais alors, si ça marche aussi bien, il y a tellement de cas dans ces villes du sud de la Chine, pourquoi ne pas créer un centre de production dans le sud de la Chine, et puis peut-être également plus au nord, etc. Et il va en novembre 1996 à Paris pour débattre de sujets. Et il rencontre plein de gens pour essayer de les convaincre. Ça n'a pas abouti. Mais il a fait l'effort. Car il était convaincu que lui ne pouvait pas fournir des doses en quantité suffisante pour couvrir les populations de son pays et des pays voisins. Alors, la peste, elle n'est pas restée dans ce secteur.
elle s'est progressivement étendue dans le monde entier et c'est devenu la pandémie qu'on a appelée a posteriori, bien sûr, peste océanique. Et alors là, je vous montre, c'est l'écriture de Yersin qui a annoté une carte. Voilà la carte. C'est une carte tirée d'un journal. Vous voyez, c'est un journal numéro 1, légende, etc. Bon, c'est une carte qui a publié, qui fait une mappement, une planisphère, pardon, sur laquelle Yersin a écrit de sa main, avec les dates du premier cas dans chaque site. Il a écrit, ici vous voyez Hong Kong, mai 94, etc. Mais vous voyez que le monde entier a été concerné. Il y en a eu en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, également à San Francisco, etc. Et il a marqué toutes les dates. Voilà. Et donc, il a écrit ça. La peste dans le monde de 1894 à 1909, principale localité visitée de 1994 à 1908 par des épidémies se rattachant à celle de Hong Kong de 1894. Les dates sont celles de la première manifestation épidémique notable, etc. Voilà. Alors, il rentre chez lui, à Nha Trang, il reprend ses travaux avec son adjoint et le vétérinaire, etc. Et puis, alors qu'il était de retour de Paris, on a vu qu'il partait de Paris et il avait été à Paris pour débattre de la création de ces centres, et au retour, pendant qu'il est encore sur le bateau, il n'est pas encore passé du côté de l'Inde, il reçoit des dépêches des autorités de Bombay, lui demandant instamment de venir à Bombay parce qu'une épidémie est depuis quelques mois en plein développement et qu'il voudrait absolument avoir son avis et son aide. Lui, il n'a rien comme moyen, il n'a pas de sérum et il leur répond « Non, je n'ai rien, je rentre chez moi à Nha Trang, je vais essayer de progresser dans la production de sérum et quand j'aurai suffisamment de doses, eh bien je viendrai chez vous si vous voulez. » Alors c'est ce qui se passe et il est envoyé également par les autorités françaises parce que tout le monde est conscient du fait que cette épidémie est en train de gagner en expansion et qu'il est vraiment important de faire quelque chose. Et il y a eu une conférence sanitaire internationale à Venise en février 1997 dans laquelle il y avait un nombre très important de pays qui ont débattu de tout ça, qui ont fait état des découvertes et des avancées qu'avaient donné finalement les travaux de Yersin, etc. Et donc il y allait un peu auréolé à Bombay. Il n'y est donc arrivé qu'en mars, avec seulement 700 doses, ce qui permettait éventuellement de traiter environ une cinquantaine de patients, parce que le protocole n'était pas totalement assuré, il était un peu ajusté en fonction de l'évolution du patient. Certains patients s'améliorant rapidement avaient moins de doses que ceux qui, etc. Et à ce moment-là, la peste tue plus de 200 malades chaque jour. Il s'installe chez le consul de France, qui l'accueille, là, bras ouverts, et malheureusement, à l'hôpital, le problème, c'est que les familles n'y amènent que les mourants. C'est-à-dire qu'ils ont peur que les autorités détruisent leurs maisons, les chassent de leur quartier. Donc ils ne déclarent pas les cas, ils gardent les malades et puis quand ils voient que vraiment il va mourir, ils les amènent à l'hôpital. Et donc à ce moment-là, c'est déjà fichu, quoi. Donc ils n'essayent de traiter que ceux dont ils pensent qu'ils vont pouvoir bénéficier de son traitement. Alors en plus, son traitement, il est très déçu par les résultats qu'il obtient avec le sérum qu'il a fabriqué, lui, à Nha Trang. Et il n'obtient que 66% de guérison, ça veut dire que les autres, ils mourraient.
Donc il n'est pas content de ces résultats et il demande à Paris de lui envoyer des doses parce qu'il voit que son processus de fabrication à Nha Trang n'est pas encore au point et il attend donc des doses de Paris. Voilà. Alors il est appelé aussi un peu plus au nord de Bombay, du côté de Butch, etc., dans le Gujarat, je pense. Je pense que Cooch Mandvi, ça doit être dans le Gujarat. Je dis peut-être une bêtise, si quelqu'un peut me dire si je me trompe, excusez-moi. Donc il fait un séjour à Cooch Mandvi, où l'épidémie est foudroyante également, et il fait des études. Là aussi, il a tout de même des sérums qui sont venus de Paris, et donc il fait des enregistrements de cas, etc. Il tient des observations remarquables, hein. C'est tout à fait étonnant. Avec les résultats, il fait ces petites statistiques qui sont assez grossières, et n'ont pas la méthodologie statistique à l'époque, mais enfin, il sait calculer des pourcentages, et donc c'est très intéressant de voir ces carnets. Voilà, alors à Bombay, il n'est pas tout seul à s'occuper de ça. Il y a des équipes internationales, anglaises, etc. Et il y a également le docteur Afkin qui a passé quelques mois ou années, 2 ans peut-être, je ne sais plus, à l'Institut Pasteur, qui a appris là-bas la bactériologie et qui en même temps a vu le vaccin que développait l'équipe. Et ce Afkin a utilisé un vaccin en disant ça c'est moi. Il a fait sa petite cuisine et en fait Yersin est extrêmement critique. Alors il ne le dit pas, mais ce vaccin de Afkin, il est complètement inspiré de celui qu'il a développé avec Calmette, mais lui ne veut pas l'utiliser parce qu'il dit que ce n'est pas au point. Et Afkin, lui, utilise des petites doses. Enfin, Yersin est très critique vis-à-vis du protocole utilisé. Effets secondaires excessifs, faible efficacité, faible durée de protection, etc. Bref, cet ancien qui a pris la succession comme préparateur, oui, Afkin a pris la succession lorsque Yersin est parti de Paris. C'est Afkin qui a pris la succession, me semble-t-il. Voilà. Alors, Yersin finit par quitter Bombay, quitter l'Inde britannique à cette époque, et il rentre à Nha Trang et il fait un rapport, comme toujours, hein, il fait les choses toujours très bien, et ce rapport est publié dans les archives de médecine navale et coloniale, et puis dans le bulletin de l'Institut Pasteur. Alors, il y a une énigme. C'est celle de la transmission. Bon, on a vu que les rats qui mouraient beaucoup étaient très probablement responsables de la transmission, mais comment? Et donc, Paul-Louis Simon, qui est un pastorien aussi, a été envoyé par Roux pour prendre le relais de Yersin. Et c'est un scientifique extrêmement rationnel et très productif. Et donc, il est envoyé pour faire de la sérothérapie le plus possible avec des sérums qu'il apporte de Paris et qui lui sont envoyés ensuite. Et en même temps, il mène des études épidémiologiques sur la transmission et sur la propagation. Bon, comment ça se propage dans le monde, mais comment ça se transmet aussi au sein d'un village ou à l'intérieur d'une maison. Et donc c'est Paul-Louis Simon qui va découvrir le rôle de la puce du rat dans cette transmission, et donc il a appliqué la démarche idéale du scientifique. Observation, hypothèse, déduction, démonstration expérimentale vérifiant les hypothèses, etc. Et il finit par avoir une démonstration absolument parfaite, incritiquable, que c'est la puce du rat qui, quittant le rat mort, quand le rat se refroidit, va aller piquer les personnes qu'il rencontre. Il a eu cette idée parce qu'il a remarqué qu'il y avait des phlictènes, une ou deux phlictènes ou plusieurs phlictènes chez les patients atteints.
Et il avait dit, ça pourrait être une piqûre d'insecte. Et bref, ce raisonnement de proche en proche lui permet de dire, c'est la puce du rat, et pas n'importe quelle puce de rat, qui transmet la bactérie en piquant les patients. Alors, une chose amusante, c'est pas amusant du tout. Le contact avec un rat contaminé n'entraîne pas forcément la contagion de la personne qui a manipulé le rat contaminé. En revanche, si le rat est mort et qu'il est froid, le simple fait de s'approcher de ce rat mort et froid peut contaminer la personne. Parce que la puce quitte le rat quand il n'y a plus la chaleur. Voilà. Alors, ce pauvre Simon a été un peu la risée d'un certain nombre de ses collègues qui ironisaient en disant une puce, mais non, mais il est fou ce Simon, il est fou. Et ça n'a été admis vraiment par l'ensemble de la communauté qu'en 1906. Et le mécanisme par lequel la puce est capable de provoquer cette contagion, ce n'est qu'en dans les années 1910 ou 14 à peu près, que ça a été démontré par deux autres scientifiques, par régurgitation, enfin bon. Et expliquant également que c'est une puce particulière qui transmet, bon, je ne sais pas, voilà, ici, cette puce-là, vous voyez, c'est celle-là, je ne prononce pas son nom, c'est trop compliqué pour moi, je risquerais de la choper, et ce sont là les dessins de Simon. Je ne sais pas si vous voyez la qualité graphique de la porte de la ville de Kouchmandi, dans le nord donc, c'est lui aussi qui a fait ces dessins. C'est intéressant. Voilà. Alors, il rentre à Nha-Trang, il travaille, etc. Et puis un beau jour, en juin 98, patatras, la peste. Voilà. Le 28 juin, on l'appelle auprès de patients et il voit que ce sont des cas de peste. Alors là, ces cas de peste sont apparus dans le village de pêcheurs au sein duquel il vit et évidemment, il se pose tout de suite la question, mais est-ce que c'est pas moi, mon laboratoire, qui serait responsable? Et donc, il fait là son enquête épidémiologique comme un grand, parfaitement menée, et il est sûr que ce n'est pas lui. Il est sûr que ce n'est pas lui, mais, alors, d'une part, il cherche, mais en même temps, il prend toutes les mesures qu'il faut pour traiter la population. Alors que, lorsqu'il était à Hong Kong ou à Bombay, c'était les autorités qui s'occupaient de gérer la population. Là, lui, dans son village, le résident français, le mandarin Annamite, lui ont dit « occupez-vous de tout ça ». Et lui a géré le problème complètement, aussi bien en termes sanitaires de population qu'en termes de médecins. Et donc, il a mis les mesures prophylactiques, l'isolement des patients, l'évacuation des membres de la famille de la même maison dans un lieu. Alors il les a envoyés dans une petite île au milieu de la baie, où il passait un séjour de 14 jours, je crois 2 semaines, où il les isolait avant de leur permettre de retourner au contact, etc. Nettoyage au crésil de la maison, voir si vraiment c'était des taudis trop qu'on ne pouvait pas nettoyer correctement, on brûlait la paillote, la maison carrément. Ce qui vous explique que la crainte de voir sa maison brûler faisait que les gens se gardaient bien malgré les demandes des autorités et de Yersin, de déclarer les malades. Et donc ça a favorisé la propagation et l'épidémie n'a pas pris fin aussi vite que si toutes les mesures avaient été respectées. Voilà. Alors, dans ces enquêtes, il a remarqué il a découvert
qu'il y avait dans le village en face de Nha Trang, en face dans la même baie, il y avait un village où il y avait eu plusieurs cas, plusieurs décès depuis le mois de mars. Vous voyez, à Nha Trang, c'est en juin, et en mars, il y a eu des cas, les premiers décès sont survenus en mars dans le village en face. Et alors là, en réfléchissant, ce village faisait du commerce de porc avec des jonques chinoises. Et venant de Canton, on a parlé un petit peu de la situation épidémiologique à Canton, et donc là, il est sûr, l'hypothèse très hautement probable est que les jonques chinoises ont amené des rats, ont transféré la maladie dans le village, et que du village, les courants commerciaux et les relations sociales ont fait que c'était passé à Nha Trang. Voilà. Alors, il n'a pas suffisamment de sérum propre, et donc il demande à Paris, à Roux, de lui envoyer des doses, et il a pu traiter un maximum de personnes. Alors voilà, ça, ce sont des dessins de Yersin. Bon, des dessins un peu grossiers, donc je vous ai parlé de cette presqu'île qui est à l'entrée. Bon, c'est pas nord-sud, hein. Le dessin, il est nord à gauche, sud à droite. Bon, son papier ne devait pas être assez grand dans l'autre sens, il a fait le dessin comme ça. Et donc, c'est sur cette péninsule que... Alors, où est sa maison exactement? Je n'ai jamais réussi à le savoir. Il a installé sa maison dans un ancien blocos. Je pense que ça devait être dans ce secteur-là. Mais côté mer, je n'en suis pas sûr. En tout cas, sur ce dessin, il a mentionné avec des numéros, vous ne le voyez pas, c'est trop petit, il a mis les numéros d'atteinte des maisons. Maison par maison, il montre où ça s'est transmis. Et là, vous avez l'île au milieu de la baie, dans laquelle il a fait ce lazaret pour isoler les patients de l'entourage, de façon à savoir s'ils vont développer la maladie ou pas. Voilà. Et ça, c'est le plan, alors qui est plus... Bon, mon pointeur est... Vous voyez la citadelle de Can Hoa, où il a développé, donc, où il a étendu ses installations, et tout de même un peu à distance du village. Et donc là, on voit, les Chinois aussi venaient faire escale dans cette île-là. Et donc il y a eu des cas dans tous ces endroits. Voilà. Alors, à un moment donné, il a envoyé un télégramme à Roux en disant « Ça y est, affaire réglée, l'épidémie terminée. Patatras, en septembre, ça se réveille, alors qu'on avait l'impression de l'extinction fin août. » Alors là, il prend les grandes décisions. Il décide d'évacuer tout le village. Un autre village, alors les constructions, ça va vite là-bas. Les paillotes, ça se fait vite. À 2 km de là, on reconstruit le village. On évacue tout le monde. Une fois évacué, on incendie tout. On traite le sol au grésil. Et voilà. Et en même temps, il dit chasse aux rats, il faut détruire tous les rats, dans les villages voisins aussi, il faut désinfecter les effets personnels des gens qui sortent du lazaret, etc. Ou qui sortent de leur maison, pardon, pour aller dans le lazaret. Alors le bilan final, c'est qu'à Nha Trang, il y a eu 72 personnes atteintes, chez les gens qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été déclarés, ou qui n'ont pas voulu, etc., ça a été 100%. Si la sérothérapie était appliquée, il y avait une mortalité qui s'abaissait à 42%. Bon, pourcentage sur des chiffres aussi faibles, c'est tout de même des approximations assez grossières, mais enfin, en tout cas, la sérothérapie était souvent faite un peu tard, à son avis, et expliquant aussi
que même si son sérum n'était pas au niveau de ses espérances, il y avait aussi le retard qui intervenait. Et ce n'est qu'en avril 1999 que l'extinction a été déclarée, grâce aux diverses mesures qui ont pu être prises. Dans son rapport, Yersin parle du rôle des puces, parce qu'il est au courant, évidemment, de tout le travail de Simon, qui lui a succédé à Bombay, et, et dont il est évidemment totalement solidaire. Voilà, alors là je termine cela. Quelqu'un m'avait posé la question, mais n'avait-il pas peur d'être contaminé lui-même? Et donc, j'avais lu quelque part un texte, mais ce n'était pas une source primaire, donc j'ai fouillé un petit peu en contactant l'auteur de cette source non primaire. C'est le docteur, c'est un vétérinaire suisse, Monsieur Panser, qui officiait à Lausanne et qui maintenant est retraité, et qui avait écrit ce texte que j'avais lu. Je vais vous le lire. Voilà. C'est un journaliste qui interviewe Yersin, alors à Paris, et alors dans sa petite chambre de l'Institut Pasteur sous les toits, dans un de ses séjours, bref. Et le journaliste lui dit « N'avez-vous pas à craindre d'être un jour atteint vous-même du mal ?» Yersin lui répond « Mais oui, je suis même un pestiféré de 1898. » 98, c'est la peste à Nha-Trang. À cette époque, j'ai eu un accès de peste assez violent. Eh bien, je me suis soigné. Bon, alors lui, il a dû s'administrer le sérum tout de suite, je pense. Et comme vous pouvez le voir, je ne m'en porte pas plus mal. Alors le journaliste réplique, et puis... Ah non, pardon. Et il continue, et puis que voulez-vous? Nous sommes un peu comme des soldats, obligés de travailler sous le feu de l'ennemi. Voilà, etc., etc. Et donc, on apprend, par cette interview publiée dans Le Matin du 16 octobre 1900, on apprend que Yersin lui-même a été touché par la peste et qu'il a été guéri. Il ne le dit pas, mais c'est évident. Voilà. Alors, j'ai mis cette coupure de presse que M. Panser, que j'ai contacté par Internet, a bien voulu me transmettre. Voilà, je trouve ça... ça montre quelque chose de la personne, c'est-à-dire qu'il ne se met jamais au premier plan. Sur sa personne, il ne dit pas grand-chose. Il est très secret. Voilà. Et là, on apprend en 1900 que 2 ans avant, il a eu la peste. Bon, voilà, c'est un sujet d'admiration de plus. Alors, voilà la dernière. Vous devez souffler, hein, parce que vous en avez marre. Non. Alors, pour le centenaire de la découverte, vous voyez, non, pardon, excusez-moi, pour le centenaire de la découverte, en 1994, a été émis un timbre qui a été édité au Vietnam, mais également en France d'ailleurs, sous une forme différente bien sûr, avec la paillote de Hong Kong. Voilà. Alors, la peste à Hong Kong, la peste en Inde, la peste à Nha Trang, manifestement, c'est un basculement dans sa vie. Il avait quitté l'Institut Pasteur, il voulait voyager, découvrir, explorer, rencontrer. C'était un ethnologue, un montagnard. Et puis là, il se retrouve plongé dans la microbiologie, dans la santé publique, dans le traitement d'épidémies. C'est un basculement complet. Alors, il revient dans le giron de la famille de Pasteur, même s'il veut toujours s'éloigner et rester dans son secteur. Mais alors maintenant qu'il est en Indochine, à Nha Trang, lui qui est sujet à tant de changements,
Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Combien de temps va-t-il rester? La suite au prochain numéro. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.